l'ambassade française et l'ambassade anglaise, ils se sont joints. Et du coup, c'est une seule ambassade. Voilà, on est en train d'arriver. J'ai un peu le trac, je dois vous avouer que c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir. Bureau de l'attaché de presse, on est en train d'attendre que l'ambassadeur nous reçoive. Expérience chouette quand même, c'est intéressant. Le vrai bureau d'un attaché de presse. Alors bonjour monsieur l'ambassadeur, tout d'abord merci de me recevoir aujourd'hui ici, je suis donc ravi de vous rencontrer et j'ai quelques questions à vous poser donc, sur votre rôle d'ambassadeur. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter? Bonjour monsieur et bienvenue à l'ambassade de France qui fête actuellement le 25e anniversaire des relations diplomatiques entre Skopje et Paris. Et je suis donc heureux de vous accueillir avec mes collaborateurs, parce qu'une ambassade c'est une équipe. Une équipe de combien de personnes? Une bonne cinquantaine. Nous sommes donc une chancellerie diplomatique qui est installée dans le haut de Skopje. Et nous sommes aussi dans le centre de la ville, à l'Institut français, qui est lui présent depuis 1974. Moi-même, donc Christian Timonier, je suis arrivé ici voici un peu plus d'un an. Fêtons donc ces 25 ans de présence, à un moment très important pour l'histoire de ce pays, puisqu'il va peut-être enfin trouver un nom internationalement reconnu, puisqu'il existe maintenant sous le nom pour les Nations Unies d'ancienne République yougoslave de Macédoine. Cela bloque son accession à l'OTAN et surtout à l'Union européenne, puisque la Grèce ne souhaite pas que le terme de Macédoine, jusqu'à présent, puisse être utilisé pour la définir, alors que le pays se définit lui-même comme République de Macédoine. Donc nous sommes aujourd'hui, ces jours-ci, au cœur de négociations qui décideront en 2018 en grande partie si ce pays peut entrer dans l'OTAN et peut commencer réellement ces négociations avec l'Union européenne, puisque comme les autres pays de la région, il aspire profondément à cette intégration. Et donc là, la problématique du développement ici est liée très étroitement à celle de la stabilisation et du rapprochement, bien sûr, vers l'Union européenne. Donc l'ambassade est au cœur de ces problématiques. Un enjeu majeur pour le pays. Voilà, oui, c'est un enjeu absolument majeur. Il y a eu une alternance politique qui a eu lieu il y a maintenant un an en théorie, puisque les élections de décembre 2016 ont installé une nouvelle carte politique qui a mis du temps avant d'arriver à la création d'un gouvernement, avec des épisodes parfois violents jusqu'à l'été. Maintenant, les choses sont stabilisées. On rentre qu'à dans une forme de normalité, même si l'opposition continue à boycotter sélectivement le Parlement. On est quand même dans une sorte d'apaisement, et cet apaisement se fait au nom du rapprochement avec l'Union européenne. Dans votre parcours professionnel, comment vous passez, parce que vous avez quand même changé beaucoup de... Alors, est-ce que c'est des missions qui sont des missions à durée déterminée, 4 ans, et après vous allez... Oui, ce sont en général des missions de 3-4 ans. De 3 ou 4 ans, on peut rester un peu plus longtemps. En général, on ne doit pas rester plus d'un certain temps à l'extérieur, sauf pour les postes d'ambassadeur, puisque ça, c'est à la liberté de l'administration supérieure, et donc du président de la République que nous représentons, de dire s'il souhaite ou pas prolonger des missions
notre direction du personnel et nous-mêmes, d'ailleurs, nous souhaitons souvent avoir des alternances entre Paris et l'étranger, parce qu'il devient difficile à partir d'un certain moment de représenter son pays à l'étranger quand on ne connaît plus tellement de l'intérieur. Reprendre le métro de temps en temps est un excellent exercice, et pas simplement de patience, mais aussi de comprendre les évolutions de la société. Donc, alors, il n'y a pas que le métro, mais il y a plein de choses à comprendre aussi de l'évolution de notre pays. Donc reconnaître son pays, ça fait partie du travail aussi d'un diplomate. On l'oublie un peu, mais c'est très très important. Donc on alterne entre la France et l'administration centrale et des ambassades, et aussi dans l'aspect pratique. Pour réussir son travail, sa mission ici, il est conseillé de savoir comment fonctionnent les administrations centrales. C'est un dialogue perpétuel entre les administrations qui sont à l'étranger, comme nous sommes, les ambassades, et l'administration centrale. Il faut comprendre les points de vue des uns et des autres. Votre rôle justement en tant qu'ambassadeur ici, qu'est-ce qu'un ambassadeur fait dans un pays Alors, il fait plusieurs choses. L'ambassade fait plusieurs choses. Elle fait d'abord de l'observation. Elle rend compte de ce qu'elle voit et de l'évolution, et elle juge, en principe. Et elle éclaire l'administration centrale sur les décisions qu'elle prend vis-à-vis, et les politiques sur les décisions qu'ils prennent sur le pays. Elle transmet ici les positions de la France. Elle tâche aussi de les faire adopter, puisqu'on passe son temps dans les institutions latérales à voter pour tel ou tel poste important. Donc on a un rôle aussi de faire connaître les positions de la France. Donc ça, c'est la première chose. On a un rôle aussi donc de faire connaître, mais aussi de coopération, compte tenu du différentiel de développement, et donc de faire que cette coopération soit utile pour l'intégration européenne du pays, mais aussi pousser les intérêts, bien sûr, de nos entreprises. Bien sûr, bien sûr. Combien d'ambassades françaises dans le monde? Est-ce qu'il y en a autant qu'il y a de pays? La France a le deuxième réseau diplomatique au monde. C'est d'ailleurs fascinant parce que oui, voilà. Quand on commence à voyager, on réalise à quel point finalement la France rayonne à l'échelle internationale. On ne s'en rend pas forcément compte quand on regarde les médias traditionnels, mais quand on voyage, on retrouve un petit bout de France par voilà. Alors dans les tâches, il ne faut pas que je l'oublie parce qu'elle est importante, mais ici elle est relativement facile. C'est bien sûr la protection, la représentation aussi de notre communauté française locale. Il quelque chose ici. Eh oui, on s'occupe de vous. Il ne m'arrivera rien, bien sûr, parce que la Macédoine est un pays très fort. Mais vous pouvez intervenir justement. Bien sûr, dans les aspects, il peut y avoir des aspects juridiques. Si vous vous trouvez dans un cas où vous vous retrouvez avec un procès, vous vous retrouvez arrêté, il y a la protection consulaire. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, le rapatriement. En général, maintenant, tout le monde a des assurances et bien sûr, c'est à la charge des individus, mais dans les aspects pratiques, parfois aussi, je me souviens comme consul général, puisque les consuls généraux s'occupent plus fortement de ce genre de choses, on peut trouver des gens qui, pour des raisons ou d'autres, qui ont voyagé à travers l'Europe, des Français qui ont voyagé à travers l'Europe dans le cadre de Schengen, et qui parfois ont des difficultés psychologiques ou autres, et qui sont dans des situations de détresse tout à fait énormes. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est des gens qui ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux, etc. Enfin, vous savez, ce sont des cas. La France est particulièrement protectrice, et les Français attendent des ambassades beaucoup plus que d'autres citoyens d'autres pays. On a un rapport à l'État en France qui est une réalité, donc qui est l'État dont on se plaint, mais dont on attend aussi beaucoup, peut-être aussi à la hauteur des impôts que l'on paye. Et donc voilà, donc l'ambassade joue ce rôle bien sûr important. Elle joue aussi le rôle pour faciliter aux entrepreneurs français qui sont installés ici ou qui représentent des entreprises françaises, leur faciliter des accès, parce que nous ouvrons des portes. Naturellement, nous ne sommes pas des vendeurs, mais la dimension de diplomatie économique est importante, la dimension aussi de promotion du tourisme en France est importante. Même la connaissance du pays aussi, vous connaissez le pays. Et oui. Ça facilite certaines entreprises qui veulent venir s'installer ici. Exactement, il y a des erreurs à ne pas faire, il y a des réseaux qui existent, il y a aussi des bonnes choses sur lesquelles on peut appeler l'attention. Et d'autre part, nous avons un très gros travail de promotion, c'est à travers l'Institut français, de promotion des études en France. Voilà, et donc parce que la France c'est un pays dont le rayonnement. Pour les jeunes Macédoniens, oui, de partir voilà.
Il y a combien de Macédoniens, de jeunes Macédoniens qui partent faire leurs études chaque année? C'est difficile à vous dire parce que on ne contrôle pas le nombre, mais il y a plusieurs milliers de Macédoniens depuis quelques années qui sont passés par les entreprises, par les universités françaises. Beaucoup, malheureusement, pour la Macédoine, se sont installés en France. Nous avons toujours des contacts avec eux et nous venons justement de créer un réseau des anciens élèves dans lesquels les personnes peuvent s'inscrire. Il y a un site sur lequel ils peuvent s'inscrire et donc de recréer du lien. C'est important, bien sûr, de montrer que les universités françaises sont des lieux qui permettent la promotion sociale, la promotion économique des jeunes. Et puis bien sûr, il y a pour les Français qui sont ici pour le long terme, ils peuvent s'inscrire ici et après ils sont sur les listes de vote puisque les Français peuvent voter à l'étranger. S'ils ont des difficultés économiques ou autres, avec des moyens très limités, mais surtout pour des personnes âgées, isolées et autres, on essaye de faire ce qu'on peut pour elles. En tout cas, on s'occupe aussi de leur démarche quand c'est à l'intérieur de l'Union européenne auprès des affaires sociales des pays, puisque entre Européens, normalement, les avantages sont réciproques, donc c'est très important. Ici, ça peut donner lieu à des indemnités de solidarité que nous versons, ou ponctuellement, si les personnes ont des grandes difficultés, on essaye de les aider. Mais là aussi, la question de la France et d'une culture de la solidarité, bien sûr, se pose pour les ambassades. Mais parfois, vous savez, même si vous n'avez pas énormément de cas, mais s'ils sont très compliqués, que ce soit pour des détenus, que ce soit pour des Français en difficulté, ça peut prendre énormément de temps. Surtout qu'en général, nous arrivent des cas qui juridiquement sont très compliqués, justement parce que les avocats ici n'ont pas réussi à régler les choses. Donc on nous demande d'intervenir, on nous demande de conseiller, on nous demande d'aider, de faire remonter les dossiers sur le haut de la pile, parce que parfois être étranger quelque part, c'est pas être dans les conditions les plus faciles. C'est pareil en France. Donc l'ambassade joue par son influence, parce qu'elle rend aussi des services à l'autre partie dans une sorte d'interface et de fluidification. On s'en rend compte quand même, quand on regarde tous les cas de Français qui ont des problèmes à l'étranger, en général, non seulement c'est médiatisé, mais on sent qu'il y a des actions qui sont faites par nos hommes politiques, par le président, enfin... Oui, et puis nous avons des structures, nous avons le centre de crise du Quai d'Orsay qui maintenant fonctionne vraiment de mieux en mieux, parce qu'il a vraiment une histoire derrière lui, donc il aide aussi en cas de grande catastrophe des populations, etc. Mais aussi on sait répondre à des urgences quand des Français se retrouvent dans des catastrophes, des difficultés. Je vais vous poser quelques questions sur le voyage, puisque ma chaîne parle de voyage, si vous êtes bien évidemment d'accord pour y répondre. À quel âge avez-vous commencé à voyager ? Le premier voyage que j'ai fait, c'était avec, je crois, c'était des voyages linguistiques quand j'ai commencé à apprendre l'allemand. J'étais tout jeune, hein, je devais avoir 8-9 ans. Mes premiers voyages ont été des voyages en Allemagne, dans le cadre de la réconciliation franco-allemande, de l'apprentissage de la langue allemande. Et pareil pour l'anglais aussi. Les premiers voyages ont été des voyages linguistiques. Puis il y a eu assez vite quelques voyages culturels. La Grèce, l'Italie, parce que mes parents considéraient que c'était important d'avoir cette connaissance des pays importants pour la culture française. Bon, bien sûr, je suis toujours amoureux des grands pays de culture, l'Italie et la Grèce. Mais bien sûr, le prisme professionnel fait que après on devient très exigeant dans le voyage. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir une capacité de mordre sur la réalité par-delà la carte postale, si agréable soit-elle. J'aime beaucoup les cartes postales. Je pense qu'il n'y a aucune honte à faire un voyage pour aller chercher des cartes postales, des images et des choses. Ça nourrit notre imaginaire par rapport à ce qu'on a rêvé d'un pays, la confrontation du réel au rêve. C'est très important et donc je crois qu'il n'y a pas on ne faut pas être des touristes honteux, voilà. Mais c'est vrai que en vieillissant, je deviens plus exigeant et que je souhaite... j'ai beaucoup plus de regrets quand je ne réussis pas à mordre un peu par
par un biais ou un autre sur le pays. Et donc le fait d'avoir séjourné en étant à la fois extérieur et intérieur, c'est le cas des diplomates, me frustre un peu. Et donc le voyage touristique me frustre un tout petit peu. Voilà. Il me relaxe, mais il me frustre. Vous avez besoin d'aller un petit peu. C'est pour ça que je voyage de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans un pays, d'y rester 3-4 jours, je vais rester 1 mois, 2 mois. Je vais beaucoup être en immersion, rencontrer les locaux, les gens. Et je trouve que cette notion-là du voyage est beaucoup plus intéressante justement que si la carte postale est intéressante pour un petit week-end, on est content, on voit ce qu'il y a à voir. Mais à un moment donné, moi j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans la culture, les gens, Bien sûr. Et je pense aussi après, c'est les fruits du voyage, les suites du voyage. Un voyage, je crois, ensuite il y a une maturation à l'intérieur de l'imaginaire. Qu'on peut nourrir. C'est-à-dire, moi, quand je vais justement de plus en plus, après être allé quelque part, j'ai envie de lire les romans qui sont importants dans ce pays, de me renseigner sur l'histoire, sur la peinture, sur tout ça. Alors, je pense que le voyage, c'est intéressant, pas pour vérifier si l'endroit qu'on voit est pareil que les photos qu'on a vues dans les albums, mais comme l'ouverture, justement, à des choses qu'on ne connaissait absolument pas du tout et qui nous offrent des possibilités d'approfondir et aussi de changer notre jugement, de dire que simplement pourquoi les Grecs sont comme ça sur le nom de la Macédoine. Et à ce moment-là, vous lisez des choses, vous comprenez aussi la complexité de l'histoire de la Grèce du Nord, les réflexes donc de peur qui peuvent exister, les réflexes de défense qui peuvent exister. Et donc il y a une légitimité, en tout cas une explication, pas toujours une légitimité, mais une explication dans les réflexes, et que bien sûr on essaye de se comprendre. Alors, et ça, je pense que c'est la base aussi de la construction de la civilisation européenne et de l'espace européen, mais aussi bien sûr de devenir un peu des citoyens du monde, parce que le voyage c'est cela, et puis aussi de revenir sur son propre pays, de le mieux le situer, parfois de mieux le comprendre, et aussi d'essayer d'améliorer les choses, parce que on voit des choses ailleurs qui sont parfois meilleures, parfois plus intéressantes, d'autres manières de voir les choses. Donc, je pense que le voyage c'est le meilleur remède contre le racisme. À une époque où quand je retourne en France, quand je suis retourné en France il n'y a pas très longtemps, je voyais toutes les polémiques autour par exemple des réfugiés. Je me faisais la réflexion, je me disais comment on peut avoir la haine de l'autre, sachant que ces gens-là qui viennent de pays dans lesquels la situation est difficile, comment on peut considérer ces gens comme différents, comment on peut être dans le rejet justement de ces populations quand on sait que nous-mêmes, on pourrait être dans la même situation, à l'autre bout du monde. Et je trouve qu'on apprend avec le voyage justement à mettre de côté le jugement, à apprécier les cultures, à comprendre l'histoire des pays et à se dire finalement... nous, on est de France, on vient d'un pays où on a des structures, on a un confort de vie qui est appréciable. Mais finalement, la situation peut changer. On n'est pas à l'abri d'un changement de situation, on n'est pas à l'abri de se retrouver dans la situation qu'ont ces gens-là, qui se retrouvent justement dans un contexte plus difficile. Alors je dois vous dire, moi, le premier voyage qui m'a marqué le plus d'une certaine façon, ça a été celui que j'ai fait en Chine pour un long séjour. Je crois que ce sont les longs séjours qui nous marquent tout de même le plus souvent, et donc surtout avec une éducation qui était très littéraire et très fondée sur les humanités gréco-latines, et donc de se retrouver dans un très grand pays avec une très grande conscience de soi et des valeurs culturelles, des références totalement différentes. Et après j'ai beaucoup apprécié. Ensuite il y avait une revue qui était créée par un très grand sinologue mais aussi philosophe, François Julien, et cette revue Extrême-Orient, Extrême-Occident, qui justement essayait de comparer sans cesse les systèmes de référence, sans dire que l'un était supérieur à l'autre, mais pour moi ensuite c'est une expérience encore tout à fait fondamentale. Je suis revenu de Chine beaucoup plus occidentale que je ne suis parti, mais il y a une partie de moi qui a accueilli les références de la civilisation chinoise. Et puis aussi il y a les amitiés, il y a les personnes, et donc de voir derrière la foule les personnes et les amitiés, ça c'est aussi quelque chose qui bien sûr est important, mais de dire qu'il y a des systèmes de référence autres qui existent
Je pense que surtout pour un occidental qui a quand même été élevé depuis 200 ans à penser qu'il est le centre du monde et que ses valeurs vont nécessairement devenir celles du monde entier par contagion ou par communion ou par conversion. C'est extrêmement important dans le monde où nous vivons de sentir que d'autres systèmes de valeurs existent, ce qui ne signifie pas que ça doit affaiblir le nôtre, mais ça pose la question de la fidélité à nos valeurs, de la cohérence de nos valeurs, de l'accueil des valeurs des autres, de leur compatibilité, parfois réponse oui ou non, hein, c'est une autre possibilité, et de voir aussi dans le monde tel qu'il va, comment les faire à la fois cohabiter, coexister et si possible coopérer. Et je pense que c'est là que l'expérience du voyage chez le diplomate rejoint aussi celle de son existence professionnelle. Oui, d'autant plus que vous passez du rôle de spectateur au rôle d'acteur. Oui, mais on est toujours l'acteur de son propre voyage, d'une certaine façon. On devient soi-même un peu ambassadeur de son pays quand on voyage. Moi quand je voyage et que je parle de la France, je joue un petit rôle d'ambassadeur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Plus au ciel que tous les touristes français et les voyageurs français à l'étranger, il y a une conscience aussi forte. Oui. Je ne sais pas vraiment quelle réputation on a en tant que voyageurs, les Français. Mais... Oh, je crois qu'il y a une réputation assez cohérente de râleur, ça c'est très fort, de pingre un peu, et de francocentrisme. Par ailleurs, d'après ce que je comprends, parce que moi j'ai connu des amis étrangers qui possédaient des agences de voyage, les voyageurs français sont un peu embêtants, mais pas de mauvaises gens et de comportements, je dirais, outranciers, parce que probablement la France est un pays où il fait relativement bon vivre encore, en général, en tout cas pour la plupart des gens qui peuvent ensuite voyager pour le plaisir, et donc qu'il n'y a pas ce qu'on peut trouver chez d'autres, l'effet de je vais à l'étranger et je me défoule. En tout cas, c'est ce que moi je ne fais que citer des étrangers ayant eu à s'occuper de touristes français pour finir. Alors c'était parce que vis-à-vis de moi, mais la critique était relativement modeste et bénigne sur le point que nous étions embêtants, râleurs et un peu pingres. Ce sont plutôt des travers qu'autre chose. Et par ailleurs, moi, ce que j'ai pu voir, alors là, c'est que les coopérants français à l'étranger s'attachent en général très fortement au pays, que les Français qui sont à l'étranger ont une grande curiosité, même quand il s'agit de forces armées françaises ou autres, nous avons une réputation par rapport à d'autres pays d'une empathie avec les endroits où nous trouvons, et cette empathie crée souvent la sympathie. Voilà. Mais écoutez, je vais vous remercier parce qu'on arrive à la fin. C'était un petit peu plus long que prévu, je suis désolé. Je vais vous demander une dernière chose. Est-ce que vous pourriez, si vous deviez donner envie aux Français de venir en Macédoine, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh ben, aux touristes français, je leur dirais venez, vous serez pas déçus. La chaleur de l'accueil des Macédoniens vient sans doute du fait qu'ils sont pas blasés parce qu'il n'y a pas de touristes de masse. Vous disiez vous-même, vous spécialiste de gastronomie, qu'on mangeait très bien, ce qui est vrai, mais aussi manger, c'est bien sûr partager, hein, c'est pas simplement se remplir la panse, et c'est un endroit où vous trouverez, quelles que soient les communautés, cette diversité qui est passionnante, des personnes qui ont envie de partager. C'est un pays qui est enclavé. C'est un pays qui a été enclavé politiquement, puisque la question de son nom, on en a parlé, mais c'est aussi un pays qui est enclavé géographiquement, et donc où les gens ont envie de communiquer, et sur ce point-là, ils partagent quelque chose avec la Grèce, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne savent pas trop si le voyageur est un homme ou un dieu, et donc on essaye de se mettre bien avec lui. D'accord, okay, très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà, mais pour moi aussi.